I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve. Cette fille se lèvera dans mon rêve. Puis le fils se lèvera main dans la main. La mère se lèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs. C'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y'a pas d'homme qui est dominé. Pas de peuple qui est dominé. Pas de terre qui est dominée. Et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés. Colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre. Toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé. Xénophobe éliminé. Homophobe éliminé. Antisémite et camite éliminé. La Vallée d'Aoste est un pays de montagne et jusqu'au début du XXe siècle, ses habitants s'adonnaient à l'élevage et à l'agriculture. Ils cultivaient les céréales surtout, la vigne, les arbres fruitiers. Ils élevaient les ovins, les bovins et aussi le mulet, qui étaient les tracteurs de l'époque. Les familles étaient nombreuses et les calamités naturelles limitaient souvent la production qui était l'unique soutien de la famille. Il y avait des familles qui avaient 7, 8, 9 et même 10, 12 enfants. Au moment de l'héritage, il n'y avait pas de biens assez pour tout le monde. Et le manque de travail a obligé les gens à s'en aller à l'étranger. À l'étranger, la vie était difficile, presque plus difficile qu'au pays. La plupart des familles étaient endettées, ils avaient des dettes. Et pour partir, souvent, ils s'endettaient encore plus. Et quand ils partaient, aller à l'étranger, chercher un travail, la première chose qu'ils faisaient, c'était celui d'économiser et envoyer l'argent que les gens avaient prêté. Alors les gens, ils s'en allaient par l'école, en cachette. On marchait à pied, seulement avec quelque chose de rechange et stop. On partait avec un panier. Tous les paniers que tu trouves ici maintenant, les premiers paniers qu'on a eus au début du XXe siècle étaient tous des paniers qui arrivaient de Paris. Quand tu partais avec un morceau de pain dur, avec une petite tranche de fromage, quelques pommes et stop, il partait seulement l'homme. La femme, il devait rester à la maison encore peut-être 1 année, 2 années. S'il avait un enfant, ou sans quoi seulement 1 ou 2 années. Et comme l'homme réussissait à gagner l'argent, l'envoyait à la femme et elle partait. Je m'appelle Bonin Ivo, je suis né en 1956 à Aoste. Je suis originaire du village de Perlo, dans la basse vallée d'Aoste. J'ai émigré en France avec mes parents en 1958, j'avais 2 ans. Et j'ai vécu en France, après différentes étapes, jusqu'en 2009, où à ce moment-là, j'ai rejoint la vallée. De suite après ma naissance, en 1957, mon père a décidé de tenter sa chance en France, vu qu'au pays, il y avait beaucoup de problèmes économiques pour trouver du travail. Et ensuite, avec ma mère, nous l'avons rejoint 1 année plus tard, en 1958. Mon père avait donc trouvé du travail en région parisienne grâce à l'appui de personnes valdôtaines qui étaient déjà présentes à Levallois-Perret, en l'occurrence, puisque c'était donc dans cette ville proche de Paris. Et puis ma mère a également trouvé du travail, elle était employée dans des familles.
Et on avait une situation économique forcément qui était complètement différente. Moi, j'ai fait toute ma carrière scolaire, j'ai pu étudier sans problème, sans aucune difficulté. Et je suis arrivé à une profession de comptable que j'ai exercée pendant différentes années avant de connaître le problème du chômage. Ensuite, j'ai tenu pendant 7 années une librairie Maison de la Presse, pendant donc 7 ans, avant de rejoindre la région d'Eure-et-Loir, du côté de Châteaudun, où j'ai terminé, on va dire, ma carrière française et rejoindre donc en 2009 la Vallée d'Aoste. Ils faisaient de tout genre de métiers. La plupart, ils n'étaient pas qualifiés, les Valdôtains. Alors, ils faisaient surtout le portefeuille. Le portefeuille, c'était les livreurs. Les Valdôtains, la plupart, n'étaient pas qualifiés. Ils n'avaient pas. Ils étaient seulement habitués à employer le pic et la pelle. Et stop. Les gens qui sont partis en Amérique ne partaient pas directement d'Aimaville. La plupart s'arrêtaient où? Ils travaillaient avant en France. Et c'est en France qu'ils ont parlé de l'Amérique, qu'on pouvait y aller et gagner le double. Il y avait une autre vie. Et surtout pour les Valdôtains. Pourquoi? Beaucoup des Valdôtains sont allés à Montana, dans le Nebraska, parce qu'il y avait un tas de fermes, il y avait de la plaine. Les hommes appelaient habitués au Dahlia et à Auxerre, où il y avait de petits morceaux de terre qui ne suffisaient plus pour la survie de la famille. C'est ça. Et c'était même là, il fallait faire attention. Les Valdôtains ont eu de la chance qu'ils savaient parler le français. Alors en France, ils étaient bien accueillis. Parce qu'en parlant le français et le patois c'était notre langue maternelle, le patois, ressemblait un peu au français. Alors, on n'était pas considérés des Italiens, mais les Italiens ne le pouvaient pas voir, parce que c'était terrible. Par contre, j'ai toujours vécu dans un cocon valdôtain. À la maison, mes parents parlaient le patois, c'est comme ça que je l'ai appris rapidement et j'ai toujours parlé le patois avec mes parents, plus que le français et encore moins que l'italien. Et les seules personnes qui nous fréquentaient, qu'on recevait à la maison, ça a toujours été des Valdôtains, mes oncles, ma grand-mère qui habitait à l'époque en France. Et c'est ainsi que moi j'ai idéalisé notre petite patrie, j'ai toujours idéalisé la vallée. Et j'ai toujours eu pour la Vallée d'Aoste un regard amoureux, quoi, le regard de Chimène. À l'école primaire, je me rappelle de quelques anecdotes sur le fait que j'étais italien, parce que mon nom Bonin ne donnait rien. Par contre, dès qu'on abordait la question du prénom qui est Yves, les gens se disaient « mais tu es originaire d'où ?» Donc effectivement, je me rappelle de quelques colibets, lorsque je disais ben, « je suis italien ». Il y a bien eu effectivement quelques, non pas macaronis, mais quelques salritales ou quelques fascistes. Bon, mais j'ai pas souvenir de grands autres problèmes étant gamin. Il faut noter qu'à ce moment-là, notamment dans la ville de Levallois-Perret, il y avait déjà une forte émigration et que nous, les Italiens, nous n'étions pas la seule communauté importante. Il y avait beaucoup d'Africains de diverses origines. Et une forte communauté maghrébine également, et qui subissait pareillement les invectives parfois de nos petits camarades français. En tant qu'adulte, et là c'est un souvenir qui me ramène à une quinzaine d'années simplement en arrière, le simple fait de dire je suis italien, le raccourci est très, très bref, italien égale mafia et pizza, voilà ce qu'on me disait encore il y a quelques années de cela. En tant que gamin, oui, j'étais blessé. Le fait de me dire sale Rital, ça me blessait. D'une part parce que j'étais quelqu'un de propre, hein, pas spécialement sale. Et Rital, je l'assumais, oui, j'étais Rital et j'en étais fier à l'époque. Et je suis toujours fier d'être valdôtain et d'être italien.
En tant qu'adulte, bon, bah, je me dis c'est la bêtise, donc j'y peux pas grand-chose. Quando siamo arrivati era di notte tardi, così vedevo le luci, bellissimo. Mi sono detto wow, che bel paese qua. Qui di sicuro la vita sarà bella. Mi sono detto le parole del genere così. Poi dopo giorno hanno cominciato tipo a darci i posti, no? Eravamo in 5 e ci hanno diviso in 2. Altre 3 sono andate fino a come si chiama questo posto? Val Tournage. E io e un mio amico siamo rimasti a Saint Vincent. Dormivamo alla casa tenda amica, il dormitorio di Saint Vincent. Poi ci hanno detto che dobbiamo... Io a quel momento anche io non capivo ancora niente, non ero proprio tranquillo in testa, non sapevo cosa stava succedendo. Poi dopo giorno ci hanno portato fino a questura a fare digitazione, ci hanno portato Wessel per l'ospedale a controllarci. Poi ci hanno detto che dobbiamo restare qui per qualche mese, fino a che non facciamo commissione. Ho detto commissione? Che cos'è commissione qua? Perché non capivo ancora niente. Dobbiamo spiegare perché siamo venuti qua, per quale motivo, eccetera, eccetera. Ho detto va bene, per quello quanto ci vuole? Ci hanno detto 6 mesi. Vabbè, 6 mesi. Eravamo a Saint Vincent lì, dopo giorno così, di giorno siamo fuori lì io e questo mio amico, non sapevamo dove andare, non conoscevamo nessuno, era molto difficile. In più in quel momento non c'erano tanti neri qua, quindi era più difficile perché la gente ci guardavano strane e io avevo questa abitudine dell'Africa, la salutazione, io salutavo le persone, appena incontro dico buongiorno perché sono le prime parole che le ho imparate, buongiorno, ciao, buonasera. È questo che li ho imparati subito, quindi quando incontro persone dico buongiorno e la persona mi guarda strano, alcuni mi rispondono, alcuni non mi rispondono. Conoscevo proprio nessuno qui, quindi era molto difficile, non capivo la lingua e non conosco nessuno, quindi era molto difficile, non puoi parlare con nessuno è perché non capisci l'italiano. Eppure a volte hai voglia di provare e la gente, si vede che la persona sta scappando da te. Io rimanevo sempre un po' molto male. Però con tempo, piano piano, ho riuscito a farmi vedere che non sono una brutta persona. Mi è capitato anche che ho incontrato un'anziana così, una signora anziana, che aveva fatto delle spese pesanti così. Come culturalmente da noi, quando vedi un anziano così con tante cose in mano, li aiutiamo volentieri. Allora ho voluto aiutarla. Mentre mi sono avvicinato per aiutarla, mi ha gridato no, 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 no. Allora di là io mi sono sentito davvero un po' male, perché magari pensava che io lo faccio per in cambio di qualcosa oppure le sto rubando delle cose. Allora di là mi sono sentito un po' male. Poi con il tempo, imparando delle cose, andando a scuola, ho capito, con il tempo poi ho capito che la cultura di qua è così, non è proprio come da noi, quindi sono 2 culture diverse. Era normale che lei mi ha rifiutato, che mi ha fatto quel gesto lì. Forcément aujourd'hui, en regardant tout ce qui se passe, notamment
les grandes migrations, les grands flux migratoires qui viennent un petit peu partout en Europe, je me sens terriblement concerné dans la mesure où j'étais moi-même, mes parents, mes grands-parents ont connu cela. Donc j'imagine la difficulté de ces gens qui tout simplement cherchent à améliorer leur vie, leur quotidien. En même temps, forcément, aujourd'hui, avec les grandes difficultés économiques qui frappent notamment l'Europe, on se rend bien compte que c'est un problème très vaste et qu'aujourd'hui, ces gens qui arrivent comme ça, en flux continu, et qui sont sûrement exploités par des tas de personnes, vont avoir beaucoup de problèmes pour subsister dans le pays qu'ils ont choisi. La Vallée d'Aoste a été une terre d'émigrés, donc ce que nous étions, et aujourd'hui, c'est le paradoxe, elle est devenue une terre d'accueil. C'est vraiment la différence. La grande différence qu'il y avait également, c'est que nous, quand nous avons émigré, il y avait déjà donc des gens sur lesquels on pouvait compter sur place. En l'occurrence, mes grands-parents à Paris ont tout de suite, mon grand-père a tout de suite trouvé un travail de taxi. Je crois qu'à Perles, pratiquement tous les Perlins devaient être chauffeurs de taxi à l'époque à la compagnie G7. Mon père, lui, était soudeur par contre. À Gap, il y avait beaucoup de maçons. Il y avait également les ramoneurs de Val-Grisanche, etc. quoi. Voilà. Des travaux qui étaient en général faits par une communauté valdôtaine importante. À Levallois, et là je voudrais presque lui rendre hommage, il y avait pour nous un personnage qui était important, qui était M. Bernard Casas, hein, qui avait un garage à Levallois-Perret, que beaucoup sur la Basse-Vallée, à Pont-Saint-Martin connaissent, et qui pour nous était un personnage central. Il a trouvé énormément de travail pour les Valdôtains qui venaient le voir. On se retrouvait dans son garage, on était toujours bien accueillis. C'était un petit peu de Vallée d'Aoste qu'on venait chercher chez lui. Et ça voilà, c'est la différence par rapport à toute la population médio-orientale et africaine qui vient aujourd'hui probablement en Vallée d'Aoste et qui n'a pas cette structure d'accueil et d'appui. Essendo qui in Italia e la mia famiglia pensano che davvero sto bene, ho soldi, faccio bella vita, quindi a volte mi chiedono tanto. Appena chiami, se c'è piccolo problema, contano su di me, qualsiasi cosa chiedono a me. Tipo mi puoi mandare questo, mi puoi mandare questo. Io provo sempre di spiegarle che non è così, che qui la vita è molto difficile, bisogna sempre combattere anche qui, però è difficile fargli capire questo qua, pensando che visto che in Europa è proprio per loro arrivando, essendo qui non è possibile che non sei bene, che non hai soldi per poter fare certe cose. E invece qui davvero la vita è anche difficile, molto. Siamo in una famiglia numerosa e sono io l'unico che ha fatto questa esperienza venendo qui fino in Italia. E essendo qui da solo davvero non è facile, perché a volte io mi sento davvero solo e anche e soprattutto essendo proprio qui da solo, la famiglia è tutto giù, mi sento sento davvero la mancanza della famiglia, anche amici, il mio paese, quindi a volte davvero c'ho un grosso peso su di me. È vero che adesso ho un sacco di amici italiani che abbiamo un buon rapporto tra noi, giochiamo insieme. Rispetto alle regole dell'Italia non ho mai avuto problemi con nessuno qui da quando vivo qua. Però anche questa cosa a volte mi arriva che sento davvero la mancanza, mi sento un po' solo così.
En ce moment, et donc proche de Perles, il y a, je peux citer l'exemple du village de Champorcher avec le hameau Chardonnay qui a été pressenti pour recevoir une vingtaine de migrants d'origine africaine, je crois. Donc je me mets à la place de ces gens-là qui vont débarquer dans un hameau où il y a déjà pratiquement plus d'habitants, où il y a pas beaucoup de services. Ils vont se retrouver à 1600 mètres d'altitude, avec les difficultés qui sont des difficultés d'adaptation à la nature. Ils vont trouver, en ce moment par exemple, c'est l'hiver, ils vont trouver de la neige. Est-ce qu'ils vont avoir un travail pour pouvoir s'intégrer et s'identifier à la communauté qui vit déjà? Parce que les gens, forcément, vont dire de quoi vivent-ils? Et l'adaptation sera d'autant plus difficile que la population jugera avec probablement difficulté et mépris ceux qui viennent vivre et n'exercent rien en retour. Voilà, le grand problème pour tous ces migrants, à mon avis, c'est ça, c'est les recevoir, c'est bien, mais il faut qu'ils puissent s'intégrer dans la communauté qui vit déjà, sinon ils vont être tout simplement des bannis. luy nekkoon suma premier problème mooy seddaay boo xamante ne seddaay bi ñun fële tàmmuñu ko bu baax a baax fii seddaay bi day tër boo xamante ne day wàcc glace waaw ñaareel bi mooy ñoom seen vie bi ñoom dañ tàmm vie boo xamante ne tëju waaw ñoom dañ day tëju si biir néeg bi waaw soo leen gisee ay heure nga leen day gis si biti ñun nag tàmm yooyu ñun saa yu nekk ñu ngi si mbedd bi dem kër bu nekk dem feneen xam nga waaw yooyu nekk na life yoo xamante ne ñun dafa nekk life yoo xamante ne difficile yoo xamante ne jànkuwoon naa ko fii nii waaw feesoon naa ko ak xanaa tuuti seen lekk waaw ay lekk yoo xamante ne waaw mooy loolu daal. Quando vedo oggi che gente continuano ad arrivare, io lo trovo naturale, perché essendo uomo è fatto così per spostarsi, cercarsi una vita migliore. Tutti l'hanno fatto, alcuni l'hanno fatto in futuro, fino ad oggi sarà sempre così. Anche io ho avuto tanti amici italiani che adesso non sono più in Italia, sono andati ad altri paesi per cercare una vita migliore di là. Quindi sarà sempre così, l'uomo è fatto per cercarsi una vita migliore. Sei qui oggi, la condizione non è buona e cerchi di spostarsi, non sei mica un albero che deve essere lì fisso. Spostamento per capire, per cercarsi et così via. Il faudrait probablement que, pour que le regard des gens change face aux flux migratoires, il faudrait que les lois changent, soient adaptées à ces flux. Les gens seront, comme je le disais tout à l'heure, les gens à mon avis seront respectés, comme nous on l'a été par exemple en France, si on est intégré à la communauté et si on a un travail. Si on dépend de quelqu'un, c'est jamais bon, quoi. L'avantage, comme je le disais également, c'est que nous sommes arrivés plutôt dans un endroit où on avait déjà une aide, alors qu'aujourd'hui, les gens qui viennent déjà de cultures beaucoup plus différentes de la nôtre, hein, civilisation européenne on va dire, forcément auront beaucoup plus de difficultés. En même temps, il faut qu'on leur trouve des travaux adaptés à leurs compétences. Il ne faut pas oublier que les Italiens, nous étions... bon, il y a eu pour la génération de mes grands-parents, c'était maçon. Ma mère a été femme de ménage parce que le français à l'époque ne voulait pas faire du ménage, quoi. C'était les communautés, les Espagnols, les Portugais ou les Italiens qui faisaient le ménage. Les maisons, c'était les Portugais et les Italiens qui les faisaient. La régie Renault, si je me trompe pas, c'était le gouvernement français qui a appelé les Maghrébins notamment à venir en France, leur trouver un logement et leur donner du travail à la régie Renault. Donc si le Français avait une voiture, il le devait principalement à des ouvriers maghrébins. Donc il faut qu'on puisse trouver une solution adéquate pour toutes ces populations.
Il consiglio che avrei da dare ai miei fratelli che sono rimasti giù in Africa, io gli direi di studiare bene e fare informazione e di saper fare qualcosa. E anche i nostri governi di dare l'opportunità ai giovani di avere una bella formazione per poter sviluppare l'Africa, se no l'Africa non può andare avanti così.